On commence du coup? Yes, c'est parti. Allez, donc là je vais vous présenter l'ensemble des méthodes de lutte qu'on a développées contre la tique du bétail en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est la tique que vous avez à La Réunion. On a la petite dénomination Australis parce qu'il y a quelques années, il y a eu des études morphologiques et de génétique qui ont permis de dire qu'a priori, il y avait deux courants. Il y avait la Microplus et la Microplus australis. Et du coup, nous, on a la Microplus australis, mais ça ne va pas changer grand-chose. Alors, juste pour que vous localisiez la Nouvelle-Calédonie, on est sur la même longitude à 11 000 km vers l'est, avec un climat du coup relativement similaire. Quelques informations. Donc, une information très importante, c'est qu'on est une collectivité d'outre-mer avec une législation propre, notamment en termes de texte sur l'agriculture. Donc, ça nous permet d'avoir accès à des acaricides qui ne sont pas forcément autorisés en métropole. Donc, ça fait quand même une grosse différence. En termes de population, on n'est pas très nombreux, 270 000, avec une densité de 14 habitants au kilomètre carré, sachant que la moitié de la population habite dans le Nouméa et le Grand Nouméa, dans le sud de l'île, ce qui fait qu'une fois sorti de Nouméa, il n'y a plus personne. Climat, donc en été chaud et humide, avec des températures 28-32 degrés, et un hiver, mais qui reste relativement doux, 15 à 25 degrés, et qui est plutôt la saison sèche. Donc on a vraiment des conditions de développement qui sont optimales toute l'année, et on n'a pas cette césure hivernale comme vous pouvez avoir dans les hauts de la Réunion. Nous, on considère par exemple qu'on a 4 générations de tiques par an. En termes de production bovine, donc la production en termes de superficie, on occupe la production bovine, l'élevage occupe 96% de la surface agricole. C'est la deuxième filière en termes de marché derrière les fruits et légumes. On a 1200 propriétaires de bétail recensés. Sur les 1200, il y en a à peu près 600 qu'on peut considérer comme des éleveurs. Et entre 100 et 150 qui sont vraiment des éleveurs professionnels à titre principal. 60% des éleveurs ont moins de 50 têtes et on a quand même des gros troupeaux avec 20% qui ont plus de 100 têtes et un troupeau il y a 2 troupeaux, je crois, qui culminent à 3000 têtes. Donc on a des grandes surfaces, des grands élevages potentiels. On est à peu près à 86 000 têtes de bétail. Ça représente, je crois, 44 000 vaches mères. Historiquement, on était en Limousin et en Charolais. Et du fait des problèmes de tiques, on a eu une introduction massive de Brahman en 2000, dans les années 2000. Et à la fin des années 2000, on a diversifié un peu ces races résistantes à la tique avec l'introduction de différentes races, sans pouvoir y revenir. Ça vient en général directement d'Australie. Donc, on a un élevage que de type ranching en extensif, en plaine. Et on est à peu près à 0,5 UGB hectare. Donc, voilà, 2 hectares par bovin, liés en fait à des pâturages qui sont pauvres. L'élevage moyen calédonien, c'est du coup, pour ce qui est des professionnels, 50 vaches mères sur 200 hectares. Au niveau sanitaire, on a beaucoup de problèmes de tiques, mais on n'a pas de problème de mouches, du fait que ça soit en extensif. Il n'y a aucun bâtiment d'élevage. On a un seul éleveur laitier sur l'ensemble du lot, c'est le dernier qui nous reste. Et on n'a pas d'hémoparasitose. Pour ce qui est de l'historique de l'élevage et de la tique en Nouvelle-Calédonie, donc historiquement, alors l'arrivée des Européens s'est fait vers 1850-1860, l'installation des premiers élevages. Donc, on a eu des animaux à l'époque qui venaient d'Australie, donc des races anglo-saxonnes, qui sont arrivées à l'époque sans tique, parce qu'en 1850, il n'y avait pas de tique en Australie. En 1905, rapprochement avec la métropole, arrivée des premiers Limousins qui vont prendre la place des autres races sur le territoire, avec quand même beaucoup de croisements. Le changement, donc à l'époque, il n'y avait toujours pas de tique. Le changement est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'introduction de tiques sur des chevaux en provenance d'Australie.
Donc ça, c'était des besoins pour l'armée américaine. Donc la théorie, c'est soit des chevaux, soit du foin, mais il n'y a pas eu d'introduction de bovins. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas eu d'introduction d'hémoparasitose avec l'introduction des tiques. Et depuis l'introduction en 1942, le message technique, c'était de baigner toutes les 3 semaines. Et donc, une pression chimique intensive. Et tous les 10 ans, en moyenne, l'apparition de résistance et la nécessité de changer de produit. Tout ça a été orchestré par le gouvernement calédonien qui faisait le suivi de l'état des résistances et qui décidait quand est-ce qu'il fallait changer de produit et qui décidait quel était le produit à importer. Et c'est le gouvernement qui, encore aujourd'hui, finance les acaricides. Donc ça aussi, c'est une notion très importante en termes de gestion et de mentalité de la gestion de la lutte chimique. Donc voilà, tous les 10 ans, on a nécessité de changer jusqu'à début des années 2000, où là, on était un peu sur les dernières molécules facilement utilisables, on reviendra là-dessus. Développement des résistances qui se développaient notamment au niveau du tactique. Dès 2003, on a mis en évidence les premières résistances au tactique. Il y a eu là une prise de conscience généralisée sur le fait qu'il fallait arrêter de traiter systématiquement toutes les 3 semaines, un mois, mais qu'il fallait passer à des traitements à vue. Et en même temps, l'introduction des premières races résistantes. Donc, comme on a vu, il n'y a pas d'hémoparasitose, mais par contre, on peut avoir des infestations réellement massives avec plusieurs milliers de tiques ou dizaines de milliers de tiques sur les animaux qui entraînent une spoliation sanguine à l'origine, plus un choc toxique à l'origine de la mort des animaux. Alors, ça fait longtemps maintenant, la dernière vague de mortalité remonte à 2014, mais en juin 2014, on avait perdu entre 250 et 300 têtes sur une vague comme ça explosive de montée de tiques. Alors, quelques images pour que vous ayez un peu une idée du contexte d'élevage. Donc, on est sur des grandes plaines. Donc, on reste au niveau de la mer. On n'est vraiment pas sur les montagnes. Encore beaucoup de travail en extensif, cheval, quad. À droite, vous avez des photos d'animaux qui sont arrivés donc dans les années 2000. Donc, en bas, c'est du Sénépal. En haut, vous voyez un brahman blanc et du coup du croisé avec des limousins qui étaient déjà présents. Mais il y a quand même un attachement assez marqué à la race limousine et une volonté de préserver cette race-là, limousine et charolaise, pour les qualités maternelles et pour les qualités bouchères. Donc aujourd'hui, la structuration du marché, c'est d'avoir l'essentiel des élevages commerciaux qui sont en croisement races résistantes, mais du coup, la nécessité de maintenir des élevages de limousins et de charolais pour pouvoir fournir des reproducteurs. Donc, on s'oriente vers le maintien d'un noyau d'éleveurs limousins et charolais avec une grande majorité de troupeaux commerciaux en race résistante. Donc, pour que tout le monde ait un peu le même niveau d'information, je vais revenir rapidement sur la biologie de la tique. Et ensuite, on va décliner les différentes méthodes de lutte et puis on va insister un peu plus sur le vaccin et la lutte intégrée à la fin. Donc, pour les éléments qui nous intéressent pour cette tique-là, c'est une tique qui fait tout son cycle sur le même animal, donc larve, nymphe, adulte. Le cycle sur le dos des bovins dure environ 3 semaines. Au bout de 3 semaines, la tique prend son dernier gros repas de sang et tombe tôt le matin au sol. Ça, c'est un élément qui est assez important en termes de lutte. Une fois au sol, elle va commencer à pondre. Les œufs vont se développer, vont mettre à peu près 1 mois et demi en fonction de la saison, 1 mois et demi à 2 mois et demi avant l'éclosion. Et ensuite, on a la survie des larves pendant 1 mois et demi à 2 mois et demi également en fonction de la saison. Donc, la tique, c'est produit énormément d'œufs. Donc là, voilà, c'est des tiques prélevées. Ça fait rapidement une quantité phénoménale d'œufs. C'est des populations qui peuvent exploser quand les conditions sont favorables de manière exponentielle. Et une fois que les larves ont éclos, donc ça, c'est des petits bouts de tiges dans des pâturages. Et quand on zoome, en fait, on se rend compte que c'est un pâturage qui dispose de plusieurs milliers de larves au mètre carré. Et ça peut assez rapidement bien affaiblir les animaux, voire même les tuer s'ils ne sont pas trop en forme.
Donc ça, c'est les différentes mesures que nous avons développées. Donc historiquement, il y a la lutte chimique. À partir des années 2000, et ça s'est beaucoup axé sur la lutte génétique. 2015, on a développé la lutte agronomique et sur la dernière décennie également la lutte immunologique. Donc la lutte chimique, pour vous ayez un peu une idée de nos méthodes de traitement, donc il y a, quand l'éleveur a moins de 20 têtes, on conseille un traitement à la motopompe ou à l'appareil à dos. Entre 20 et 60 têtes, ce sont des couloirs d'aspersion, donc des douches avec les animaux qui passent dans le couloir et qui sont arrosés au passage. Et pour les plus gros troupeaux, c'est des traitements qui sont en piscine, donc des piscines qui font 10 à 15 000 litres avec les animaux qui sautent complètement dedans. Donc ça, c'est important à prendre en compte parce qu'en fait, on utilisait jusqu'à présent et on essaye encore on a besoin d'avoir des acaricides qui sont pour des traitements collectifs. Tout ce qui va être ivermectine et dérivés sont finalement très peu utilisés parce que ça nécessite une manipulation individuelle. En plus, contrairement aux acaricides qui sont subventionnés par le gouvernement, les ivermectines sont payantes. Donc, ce qui fait qu'elles sont très peu utilisées pour ces deux éléments. Donc voilà, donc, nous, à partir du moment où on avait des acaricides pour des traitements collectifs qui devenaient peu ou pas efficaces, il y avait vraiment un gros besoin de changer, de trouver des nouvelles méthodes de lutte. Donc ça, c'est le développement des résistances pour que vous ayez un peu une idée. Alors on est bien en avance sur vous, hein, parce que nous, le Butox, ça fait quand même quasiment 20 ans qu'on ne l'utilise plus. Organophosphoré encore plus longtemps que ça. On utilise le tactique depuis 1996, mais de manière vraiment exclusive depuis 2003. Et là, la dernière enquête qu'on avait menée en 2014, on en était à peu près à 25% des souches de tiques dans les élevages qui étaient en cours de développement ou déjà résistantes aux tactiques. Donc voilà, on avait quand même pris de l'avance sur vous parce que je ne sais pas si ça a été actualisé, mais la petite enquête qu'on avait menée au GDS en 2004 sur le Butox, ce coup-ci, montrait qu'en 2004, vous aviez quand même déjà un développement de souches de résistance qui était quand même assez marqué. Donc voilà, ça vaudrait le coup de réactualiser aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on est en avance un peu sur les méthodes de lutte parce qu'on est surtout très en avance sur le développement de résistance. Et si aujourd'hui les éleveurs sont très sensibles ou très ouverts aux nouvelles méthodes, c'est qu'en fait, ils n'ont plus le choix. Ce sont des méthodes qui leur ont déjà été proposées il y a 10, 15, 20 ans. À l'époque, les traitements étaient efficaces, donc ils ne voulaient pas trop s'embêter avec des méthodes alternatives. Aujourd'hui, ça a vraiment bien pris parce que c'est soit ça, soit les éleveurs de Limousin changent complètement de race. C'est leur attachement à la race qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à bien entrer dans les élevages. Donc, la lutte génétique, ça, on pourra y revenir, mais ça s'est du coup beaucoup développé en 20 ans. Donc, il y a deux approches pour la lutte génétique. C'est soit on va chercher des animaux, des races naturellement résistantes à la tique. Donc, voilà, je vous ai remis à droite un Brahman en haut, un taureau de Rottmaster au milieu et puis un Sénépole en dessous. Bon, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est le plus simple, le plus classique. Mais dans la lutte génétique, on entend aussi par la réforme. Donc là, on est surtout pour les éleveurs de Limousin et de Charolais. On va essayer de sélectionner les lignées les plus résistantes et donc en parallèle de réformer les animaux les plus sensibles dans les troupeaux. Donc c'est valable pour toutes les races, mais bien sûr, ça résonne beaucoup plus pour les Limousins et les Charolais. Et donc là, ça fait déjà 4-5 ans qu'on travaille avec l'INRA sur cette thématique. On a pu mettre en évidence qu'en fonction des taureaux limousins qu'on utilise, les descendants peuvent être jusqu'à 10 fois plus sensibles ou inversement 10 fois plus résistants à la tique que d'autres lignées. Donc il y a vraiment un intérêt à sélectionner des lignées résistantes. Et là, on est sur un projet toujours avec l'INRA et puis France Limousin Sélection pour essayer de rechercher des marqueurs de résistance. C'est un projet qu'on a en cours. La lutte agronomique, donc ça, on a travaillé dessus depuis 5 ans environ. Historiquement, en Calédonie, mais de manière assez généralisée, quand on savait qu'une parcelle était infestée par des tiques, on la mettait au repos pendant 4 à 5 mois. Mais là, ça allait du coup complètement à l'encontre d'une bonne valorisation de la qualité fourragère, parce que quand vous rentrez dans un pâturage
tropicale au bout de 4 mois, il n'y a plus grand-chose à en tirer au niveau de la qualité. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réconcilier l'approche fourragère et la gestion de la tique. Et donc là, on a développé différents outils, une méthode pour que l'éleveur ne perde pas d'un côté quand il veut gagner de l'autre. Ça repose sur la biologie et sur l'écologie de la tique. Donc ça, on pourrait y revenir parce que ça demanderait beaucoup plus qu'une demi-heure pour faire un peu le tour. Mais l'idée, c'est déjà d'avoir un audit de l'élevage pour identifier les pratiques à risque de la gestion du troupeau, de la gestion des parcelles de la part de l'éleveur. Une fois qu'on a fait cet audit, on met en place des mesures correctrices. Et ensuite, il y a toute une phase d'enregistrement de données sur des rotations, sur des dates de traitement. Ça nous permet d'identifier et de gérer les parcelles et les pratiques à risque. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien parce que quand on l'a développé, on a commencé par suivre de manière vraiment très rapprochée deux élevages de charolais. Et donc, on a pu mettre en évidence que déjà, de mettre en place des mesures correctrices permettait de réduire de 70 à 80% le nombre de traitements acaricides. Bon, ça nécessitait vraiment un travail très rapproché des éleveurs. Mais à partir du moment où on a commencé à avoir des bons résultats, en fait, il y a le GDS de Nouvelle-Calédonie qui a du coup adopté la technique. On a travaillé pendant 2 ans avec la personne qui était en charge de ces travaux-là au sein du GDS. Et sur une petite quarantaine de troupeaux, on a fait une enquête rétrospective et on s'est aperçu qu'on avait en moyenne une réduction quand même d'un tiers des traitements chimiques. Mais là, on est vraiment sur un suivi qui est beaucoup moins rapproché, hein, même si c'est des visites qui sont quand même régulières, mais on était sur un suivi beaucoup moins régulier que ce qu'on avait pu tester initialement. Mais aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui marche, qui est très efficace, qui est écologique, hein, parce que du coup, on met en place des mesures qui ne sont pas du chimique, on réduit les traitements chimiques. Pour nous, ce n'est pas très intéressant au niveau des coûts des acaricides, parce que les acaricides sont gratuits, mais en termes de temps de manipulation, c'est quand même assez intéressant. Et le point intéressant, c'est qu'en fait, l'éleveur, quand il rentre dans cette démarche, il arrête de subir les infestations et il comprend vraiment comment ça se passe et il devient acteur de la lutte. Donc, c'est lui qui ensuite va anticiper les problèmes et va corriger, quand il a bien compris le système, de lui-même ses pratiques pour améliorer le fonctionnement. Dans les inconvénients, il y a quand même un gros besoin d'accompagnement, surtout au départ, pour que l'éleveur adhère, voit que c'est efficace, comprenne comment ça marche. Il y a parfois la nécessité d'avoir des investissements, notamment de couloirs, de mettre en place des barrières. Et ça, à chaque fois, c'est adapté selon la conduite d'élevage. Donc, typiquement, les plans qu'on a pu mettre en Calédonie ne sont absolument pas transférables à La Réunion. Mais voilà, il faut adapter en fonction de chaque situation. Et il y a quand même toujours des points d'amélioration à apporter là-dessus. Le vaccin qui nous intéresse plus aujourd'hui, donc un petit historique. C'est un vaccin qui a été mis au point dans les années 80 par l'organisme de recherche australien, le CSIRO. C'est Peter Villadsen qui a été à l'origine de ce développement. Et ils ont testé en fait différentes protéines. Et aujourd'hui, depuis les années 80, c'est la protéine BM86. Donc BM pour Bacillus microplus, c'est 86,6. Ça a été l'année de la découverte, qui est la base du vaccin que nous avons utilisé et qui est encore la base de beaucoup de projets de vaccins qui sont développés à travers le monde. Dans la même période, vous avez les équipes à Cuba qui ont développé ce vaccin. Donc ça, c'est avec José de la Fuente. Et donc, vous avez un vaccin qui a été commercialisé entre 1994 et 1998 en Australie. Et le vaccin qui repose exactement sur la même protéine, qui est commercialisé depuis 1993 à Cuba et en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Donc, il y a pas mal de recul sur l'utilisation du vaccin à cubain, parce qu'on a pas mal de recul là-dessus. Sur le principe, donc c'est une protéine du tube digestif de la tique qui a été isolée. Dans le cas présent de notre essai, on a utilisé des souches de tiques de Nouvelle-Calédonie pour séquencer
la protéine locale pour être au plus près dans l'utilisation du vaccin de nos souches locales, auquel on ajoute du coup un adjuvant que l'on injecte. On injecte tout ça aux bovins. Et donc, les bovins vont produire des anticorps et c'est quand la tique va faire son repassant qu'elle va absorber des anticorps qui vont ensuite matcher avec la protéine du tube digestif à l'origine de lésions ensuite sur la tique. Donc, il faut vraiment voir que ça nécessite que la tique se fixe. Ça ne va pas entraîner le rejet de la fixation. Par contre, c'est à partir du moment où il y aura les repassants qu'on va voir l'impact sur les tiques. Donc là, vous avez par exemple à gauche une tique qui s'égorgeait sur un animal qui n'était pas vacciné. Et à droite, une tique avec des lésions hémorragiques, bon ça c'est vraiment extrême, qui s'est égorgée sur un animal vacciné. Alors on est passé par différentes phases en stabulation, où on faisait des infestations du coup artificielles. Donc on a des répercussions en termes de nombre de tiques récoltées, parce qu'on avait une réduction à peu près de 40% du nombre de tiques qui finissaient leur cycle. Et ensuite, on avait une réduction du poids des tiques de l'ordre de 35% et une réduction du poids des tiques, du ratio poids des tiques, poids des œufs sur poids des tiques de l'ordre de 54%. Donc, on se retrouve avec moins de tiques gorgées qui sont plus petites et qui pondent moins. Donc, quand on prend tous ces paramètres-là en compte, on a une efficacité de l'ordre de 75%. Donc, ça veut dire qu'on a une diminution des populations de tiques d'une génération sur l'autre de 75%. Donc, si on considère qu'en Calédonie, on a 4 générations de tiques par an, on devrait pouvoir obtenir des résultats assez rapidement. Ça reste en théorie, en stabulation. Donc, pour ce qui est de l'impact, on a donc une réduction du gorgement des tiques, une baisse de la ponte, ça correspond du coup à moins de larves dans les pâturages et du coup moins de tiques sur les animaux. Ça, c'est une notion qui est très importante à comprendre pour les éleveurs, parce qu'en fait, ils observeront toujours des tiques sur le dos des animaux. Et donc, psychologiquement, ça peut les faire décrocher de la vaccination. Quand ils voient qu'ils vaccinent 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qu'ils ont encore des tiques, s'ils n'ont pas un bon accompagnement technique autour, ils peuvent considérer que c'est un échec et que ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment besoin d'un accompagnement, du message, que tous les professionnels, tous les partenaires autour du projet portent ce message-là et que les éleveurs soient suivis. Ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important à observer. Pour ce qui est du projet calédonien, donc, on a mis quand même 10 ans à aboutir. Donc, en 2010, il y a eu une relance de ce projet-là à la demande des professionnels. Donc, on a fait venir Peter Villadsen, donc l'Australien qui exerçait dans les années 80-90, qui était à la retraite depuis longtemps et qui est venu faire 2 missions en Calédonie et qui continue encore à nous suivre sur ce dossier-là. 2011-2012, on a fait la collecte des tiques sur le territoire, le séquençage de la protéine et puis la sélection de la protéine la plus intéressante à utiliser dans le vaccin. On a eu différents essais en stabulation entre 2013 et 2015. On a également évalué différents adjuvants. En parallèle, en 2016-2017, on a développé assez largement la lutte agronomique. Et en parallèle, on avait des discussions pour mettre en place un essai en grandeur nature sur le terrain, associant la lutte agronomique et le vaccin. Donc ça a ensuite duré 3 ans. Lors des discussions avec les partenaires, notamment, je leur ai présenté différents protocoles, ça s'est vraiment discuté avec les représentants d'éleveurs. Eux, leur objectif, ce n'était pas forcément de pouvoir identifier à la fin de l'essai quelle était la part du vaccin dans la réduction du nombre de traitements. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était savoir si, à l'issue d'un plan de lutte intégré, ils pourraient continuer à utiliser du limousin ou du charolais. Donc, ils étaient beaucoup moins précis dans la part de la lutte agro, du vaccin. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est est-ce qu'on pourrait continuer à élever du limousin en Calédonie dans un contexte de forte résistance aux acaricides et de forte pression parasitaire. Donc ça, on a associé vraiment tous les partenaires présents autour du monde de l'élevage.
Et en 2020, voilà, ça a été fin de la phase de recherche, présentation des résultats, et on va voir ensuite la suite qu'on va donner. Alors, ce programme d'essai à grandeur nature, ça a impliqué 9 élevages pour 1400 bovins. Donc, on est parti sur des éleveurs qui étaient en Limousin, en Charolais et en Blanc d'Aquitaine, qui n'avaient pas de volonté de changer de race au cours des 3 années de suivi. Et ça représentait un peu plus de 6000 injections. Dans ces 9 élevages, on avait quand même 2 stations publiques. Et donc, dans ces 2 stations publiques, ce sont des stations qui élèvent également. Alors, il y en a une qui fait du charolais et qui fait en même temps du brahman et du croisé brahman-charolais. Et on avait une station de Limousin qui faisait en même temps du Belmontrade. Pour ne pas biaiser le protocole, on a vacciné tout le monde, même si c'était des races résistantes. Et puis, d'ailleurs, ça nous a amené des informations complémentaires. Donc, pour ce qui est du protocole entre 2017 et 2020, on a commencé en 2017 le suivi des élevages avec mise en place de la lutte agronomique. Donc, avant la mise en place de la vaccination. Donc, l'idée, c'était pendant 1 an déjà d'évaluer la pression parasitaire. Donc, on a enregistré le nombre de traitements, on réalisait des comptages de tiques. À partir de 2018, on a commencé à vacciner les animaux. Ça s'est étendu jusqu'en mai 2020. Et ensuite, en juillet-août, on a eu l'analyse des résultats et la présentation des résultats aux partenaires en septembre 2020. Donc, pour évaluer l'effet de ce plan de lutte, on a pris en compte la première année de suivi, donc avec les résultats avant vaccination, et la dernière, la 3e année de suivi, des résultats après vaccination. On n'était pas, comme vous pouvez le voir, on n'était pas même pas à 2 ans de vaccination. La vaccination a duré à peu près pendant 1 an et demi, entre septembre, en fonction des élevages, ça a commencé entre septembre et décembre, jusqu'à mars à mai 2020. Et donc, pour ces 2 périodes, on a enregistré le nombre de traitements acaricides et la pression parasitaire sur les animaux par des comptages de tiques. Pour ce qui est de la réduction du nombre de traitements, quand on prend l'ensemble des éleveurs, on a obtenu une réduction globale d'un peu plus de 40% du nombre de traitements chimiques dans les élevages. Il faut voir qu'en fait, sur la barre de gauche en bleu, vous avez la première année de suivi, là, en vert, la dernière année de suivi. Il faut voir qu'en fait, aujourd'hui, on a des éleveurs en Charolais ou en Limousin qui passent l'année avec en moyenne 4,5 traitements chimiques sur l'année. Donc, pour nous, en Calédonie, c'est quand même très, très respectable, très intéressant, sachant qu'au bout d'1 an et demi de suivi, on avait des éleveurs qui ne traitaient, on en a un qui ne traitait plus pendant la dernière année, on en a un qui traitait une à 2 fois. On a eu un peu des variabilités intra-élevage, mais en moyenne, on a quand même aujourd'hui des élevages qui arrivent à se maintenir avec 4,5 traitements sur l'année. Pour ce qui est de la pression parasitaire, on a une augmentation quand même de 30% des scores d'infestation, mais on a quand même des infestations qui restent faibles, essentiellement inférieures à 25, en gros 25 tiques par bovin quand ils faisaient les traitements. Ça, il faut voir qu'on faisait les comptages de tiques les jours de traitement, et en fait, c'est les éleveurs qui traitaient quand ils voulaient. Il n'y avait pas de seuil pour les traitements étaient libres pour les éleveurs. Et on a quand même ici des éleveurs qui sont assez stressés de la tique et qui vont avoir tendance à traiter quand il y a encore très peu de tiques. Donc là, vous voyez, en moyenne, même sur la dernière année, on a des scores d'infestation qui étaient inférieurs à 25. Et ça, en fait, l'augmentation des 30% du score d'infestation, en discutant avec les éleveurs, ils n'ont pas forcément remarqué qu'il y avait plus de tiques, mais par contre, ils étaient beaucoup plus confiants quand ils voyaient des tiques. Avant, dès qu'il y avait quelques tiques, ils enclenchaient assez rapidement un traitement. Mais quand on a commencé à vacciner, ils ont vu que ça marchait bien. Et donc, du coup, on a des éleveurs qui, sachant les animaux vaccinés, ne traitaient pas forcément dès les premières tiques. Et voilà, donc ils attendaient d'en avoir un peu plus pour traiter. Pour eux, ce n'était pas gênant, mais ils étaient beaucoup plus confiants. Donc ça, c'est un effet psychologique qui était assez intéressant à observer. Pour ce qui est des effets secondaires, on avait enregistré l'apparition de nodules, de dépilation et d'abcès. Donc ça, vous avez sur les 9 élevages
la part des nodules dans le cheptel. Vous en voyez quand même qu'il y en a 4 sur 9 chez qui il y a eu plus de 50% du troupeau sur lequel on a eu des nodules. Bon, les nodules, ça peut faire la taille du poing dans les quelques jours après injection et ça peut persister un peu en dessous de la taille d'une balle de ping-pong pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a des animaux qui réagissaient à chaque fois. Et d'une vaccination sur l'autre, on retrouvait un peu les sites d'injection. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez généralisé. Les éleveurs ne sont pas trop pleins. Les dépilations étaient finalement assez rares. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur la photo, hein, une zone exudative avec perte de poils, la peau suintante qui se résorbe en une semaine. Il n'y a pas d'augmentation de la température, pas de changement du comportement, pas d'évolution en termes d'alimentation. Donc des animaux qui vont bien, mais bon, ça fait un peu négligé pour l'animal. Et ça, en fait, ça a surtout touché l'exploitation, comme vous le voyez là, qui élève du brahman. Donc, que ce soit ça ou les abcès, en fait, on a essentiellement une exploitation qui a été touchée et on s'est aperçu qu'on avait ces effets secondaires les plus marqués sur les animaux de race brahman. On a du coup fait une petite enquête d'évaluation. Donc, on a un tiers des éleveurs pour qui les effets secondaires n'étaient pas du tout gênants. Un peu moins de la moitié pour qui c'était un peu gênant. Et bon, voilà, celui pour qui c'était très gênant, c'était celui qui élevait des brahmanes et qui s'est pris quand même pas mal d'effets secondaires assez marqués. On a regardé ensuite les saisies. Donc, ça a concerné 5 élevages sur les 9 en suivi. On a eu 44 bovins sur lesquels on a eu des saisies partielles. C'était essentiellement des saisies de 1 à 2 kg. Ça a été jusqu'à 5 kg autour du point d'injection. Voilà, pas de grosse saisie, pas de saisie totale. Les saisies ont été essentiellement observées dans les premiers mois de l'essai. Et en fait, on s'est aperçu assez rapidement que c'était sur des animaux qui avaient été, sur des veaux qui avaient été vaccinés depuis moins de 2 mois. Et donc ensuite, on a un peu changé le protocole plutôt que de vacciner tous les animaux de plus d'1 mois. On n'a pas vacciné les animaux qui partaient à l'abattage dans les 2 mois après la date prévue de vaccination. Et à partir de là, ça s'est quand même bien calmé. Bon, ça, c'était une petite enquête de satisfaction qu'on a fait à la fin de l'essai. La note qui va de 0 à 5, 5 étant des éleveurs satisfaits. Donc, que ce soit sur l'impression de moins baigner, sur l'impact de la lutte agronomique, sur l'effet du vaccin, sur le rythme de vaccination, on a des éleveurs qui sont quand même très satisfaits et qui sont quand même tous prêts à continuer. Donc, suite à la restitution aux professionnels, donc il y a une forte demande pour pouvoir utiliser le vaccin sur le territoire. Les services vétérinaires ne se sont pas opposés. Donc, c'est pareil, on a une réglementation propre au territoire en termes de services vétérinaires et de médicaments. Donc, il est prévu dans le texte que s'il n'y a pas d'équivalent disponible, on peut utiliser des médicaments hors AMM. Donc, ça sera possible d'utiliser le vaccin. Aujourd'hui, on a plus des questions d'ordre technique et économique à résoudre. Ces discussions qu'on a actuellement avec le labo, parce que le vaccin est produit en Australie et est produit dans un laboratoire d'université. Et aujourd'hui, ça leur pose des problèmes de produire un vaccin qui aura une utilisation commerciale. Donc, on est en pleine discussion pour voir quelle organisation on peut avoir pour qu'ils continuent à nous le facturer et qu'on ne passe pas dans une production commerciale où là, on atteindrait des prix qui ne seraient pas soutenables pour les éleveurs. Donc voilà, on a bon espoir de trouver une solution, mais aujourd'hui, on est un peu confronté à ça. Pendant toute cette période, j'avais démarché les laboratoires, que ce soit français ou australiens, Merial ou des plus petits labos en Australie pour voir s'ils ne seraient pas intéressés pour produire le vaccin. Et bon, le marché calédonien est beaucoup trop petit et les Australiens avaient commencé à refaire une petite étude de marché, mais bon, ils n'ont pas accroché. Donc, pour l'instant, on n'a pas de laboratoire qui serait prêt commercialement à nous en produire. Alors, pour les DOM, il y a quand même un aspect intéressant, c'est qu'il y a quand même différentes publications qui marquent que la vaccination réduit la circulation des babésioses, enfin des hémoparasitoses, plus ou moins pour l'anaplasmose, mais pour les babésioses, ça a été bien documenté.
Le vaccin fonctionne d'autant mieux qu'on a des chargements importants et des rotations rapides. Donc, dans différents contextes de DOM, ça serait intéressant. Et on avait déjà sollicité l'Agence nationale du médicament vétérinaire en 2019 dans le cadre d'un projet qui avait été porté par la Réunion. Et à l'époque, ils n'étaient pas opposés à l'évaluation du vaccin à la Réunion, donc dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation. Enfin, ils étaient assez ouverts à cette méthode de lutte, donc ça vaudrait, s'il y a un intérêt partagé, a priori, il y aurait des possibilités. Voilà, j'en ai fini à mon niveau. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai mis. Je ne sais Merci pas Thomas. Anne-Sophie, est-ce que j'ai été dans les temps? Oui, super. Franchement, carrément une demi-heure. Ouais. On a commencé Alors, à. j'ai On a balayé commencé peut-être un par. peu très rapidement tout ça. Voilà, après, bon, ça va être l'objet des questions de la suite, si vous avez des questions sur tout ça. Voilà, si vous avez des Je questions, laisse la n'hésitez parole. pas. Je vais voir. Ouais, moi j'en ai quelques-unes, mais bon, je peux Ah, pas. ça m'aurait étonné, tiens. Je voulais juste te dire, Thomas, que dans la salle, on est à 6. Hein. Tu ne vois que moi, mais on peut projeter sur un grand écran. Et, Je ne peux pas raconter de bêtises alors. OK. toute l'équipe logistique du 3P. Là. Donc, merci déjà pour ta présentation, c'est super intéressant. Hein. C'est vraiment de la lutte intégrée, donc ça fait plaisir de voir ça quelque part, en plus sur un territoire francophone. Hein. C'est rare. Et j'ai quelques questions à te poser, 4 d'ailleurs, enfin, dont une qui est plutôt une remarque. Est-ce que tu as l'impression que la race Sénépole est intéressante par rapport au tigre? Parce que moi, j'y ai été confronté au Sénégal par rapport au tripano et elle n'a aucune tripano-résistance alors qu'elle a soi-disant été sélectionnée à partir des Ndama pour être plus résistante. Mais en fait, c'est une race de gros format, mais qui n'est pas du tout résistante au tripano. Je voulais savoir si au tigre, tu as eu l'impression qu'elle était résistante ou pas. Pour moi, c'est du marketing, mais elle n'a aucun intérêt, cette race. Alors, alors sur l'origine, il y a l'origine historique qui est croisement Ndama et Red Paul. Il y a eu des études génétiques de Laurence Fiori là, qui indiquent vraiment la composition génétique de cette race-là. Les études, parce qu'en fait, on s'y est intéressé quand c'est arrivé sur le territoire. On n'a pas pu faire des expérimentations d'infestation sur les Sénépoles, mais par contre, on a comparé en élevage l'infestation des limousins et des croisés Sénépole-Limousin. Et de mémoire, il faudra retrouver la publi, mais on était à 4 fois moins de tiques sur les croisés que sur les purs limousins. Et par contre, ce qu'on a vraiment pu observer, c'est qu'il y a une question de lignée. Et que là, on revient à faire de la sélection intra-race et d'identifier, de sélectionner vraiment les lignées et surtout de réformer les lignées qui sont les plus sensibles. Alors chez nous, ça a été un peu compliqué parce que les importations d'animaux, que ce soit en vif ou en embryon, ça coûte cher. Et quand on dit à l'éleveur qu'il faut qu'il élimine son animal importé parce qu'il n'est pas résistant à la tique, ça pose des problèmes. Mais aujourd'hui, ça a quand même permis de bien diminuer la pression dans certains élevages. Mais il y a vraiment cette notion de sélection de lignée qui est importante. Mais par contre, par rapport au brahman, par exemple, c'est un bétail qui est donc des animaux qui sont ramenés ici. Hein, c'est des bétails qui est très doux, qui a une bonne conformation quand il est dans des bonnes conditions. En croisé limousin, c'est vraiment pas mal. Et pour la tique, voilà, ça dépend de la pression parasitaire qu'il y a dans les pâturages et de la lignée des animaux. Ok. Donc c'est quand même plus intéressant à ce niveau de développement là, de l'élevage que par exemple au Sénégal où c'est que des races rustiques et Ouais. où la pression parasitaire est beaucoup plus importante globalement. Ouais, je pense qu'en race rustique, voilà, comparé au brahman, il est beaucoup moins résistant, mais comparé au limousin, il est intéressant. Quoi. Ok. Et justement, par rapport à la lutte génétique, parce qu'on se pose pas mal de questions à La Réunion sur l'opportunité d'en mettre une en place, mais on est un peu bloqué par le fait qu'il y ait plusieurs races. Et donc, je voulais te demander un peu comment tu t'en sortais pour faire de la sélection par race, parce que tu ne peux pas croiser entre les races, je suppose. Donc, est-ce que vous avez choisi quelques races à améliorer et question corollaire, est-ce que si vous avez par exemple amélioré certaines races qu'on a aussi ici et qu'on voudrait améliorer,
il y aurait une possibilité d'acheter des paillettes directement sur les animaux améliorés pour gagner du temps. Alors ici, on n'a pas de centre de collecte. Ça fait partie des projets, mais il n'y en a pas encore. Par contre, on a le gros avantage d'être indemne de tout un tas de maladies. Et donc, en termes de diffusion de génétique, on est vraiment intéressant là-dessus. Pour ce qui est des races, alors, on a une UPRA bovine, donc une unité de promotion des races qui fait en fait la sélection, donc qui, notamment pour les taureaux, qui va chercher les plus beaux taureaux dans les différentes races dans les élevages, qui les élève dans un centre et qui ensuite procède à une vente, enfin qui contrôle les performances en termes de croissance, de fertilité, et qui ensuite procède à la vente de ces animaux. Donc c'est assez encadré. C'est eux qui gèrent les importations de paillettes, d'embryons voilà, pour proposer une offre qui tienne la route. Ensuite, il n'y a pas eu de sélection ou de choix de race à proprement parler. C'est des initiatives personnelles des éleveurs. Donc, il y a eu des éleveurs, il y a eu une grosse promotion du Brahman quand il y a eu vraiment des gros problèmes de tiques au début des années 2000. Donc, il y a eu des aides à l'introduction du Brahman. Donc, le problème, c'est qu'en Australie, ils nous ont vendu tout ce qui ne les intéressait pas, c'est passé sur le marché calédonien. Ils nous ont vu venir. Donc, au début, on n'a eu que des animaux qui ressemblaient pas à grand-chose. Et au fur et à mesure, il y a eu quand même une sélection sur le Brahman et sur les autres races. Donc là, aujourd'hui, on a du Sénépol, du Roadmaster, du Belmont Trade qui ont été introduits. À chaque fois, ça a été des initiatives personnelles. Et ensuite, il y a un essai d'amélioration intra-race. Donc ça, il faut voir que c'est dans les élevages qui sont des éleveurs sélectionneurs de leur race. Mais la grosse majorité des éleveurs font quand même du croisement dans tous les sens. Donc, on a des éleveurs qui partaient historiquement d'un troupeau de limousines, qui ont commencé à mettre du Brahman, qui se sont rendus compte que c'était un peu vif. On pourrait y revenir sur le caractère des animaux, c'est pas forcément, enfin, on a dit lié à la race, mais c'est plus lié à la gestion des troupeaux. Donc, ils se sont rendus compte que c'était un peu vif. Donc, après, ils ont été mettre du Sénépol parce que c'est arrivé en 2007. Donc, on se retrouvait avec du croisé Brahman, Limousin, Sénépol. Et puis après, pour ne pas rester sur le Sénépol, ils sont partis un peu sur du Roadmaster et puis ils sont revenus un peu sur du Charolais. Donc, on a vraiment un peu de tout aujourd'hui. Donc, Et on a alors, quelques comment éléments. tu fais la part des choses entre lutte génétique dans le sens sélection et croisement qui mélange? Alors, en fait, le message qui est porté par un peu tout le monde, et donc surtout par les UPRA, par rapport à la résistance à la tique, c'est qu'il faut sélectionner, il faut raisonner son choix en termes de conditions d'élevage. Parce que bon, le Brahman a permis de résoudre pas mal de problèmes sur la tique, mais c'est également permis d'énormément améliorer sur le passage des sécheresses, parce que là, on a eu quand même des sécheresses qui étaient très, très marquées ces dernières années. Et donc, ça a amené quand même beaucoup de rusticité et ça a bien amélioré le passage des sécheresses. Donc, en fait, dans le choix des éleveurs, au-delà de l'affectif, ce qui est souvent ce qui régit le choix de l'éleveur, mais sinon, en termes raisonnés, c'est qu'en fonction de ses conditions d'élevage, plus il va être dans un coin sec, plus on va lui dire d'utiliser des races soit brahmanes, soit composées fortement résistantes. Et plus il va être dans des conditions favorables en termes d'alimentaire ou de tiques, plus on va lui dire qu'il peut se rapprocher vers des croisements, il peut réduire à 25-40% la part d'animaux résistants dans son troupeau, enfin, dans la composition sanguine de son troupeau. Je ne sais pas si je suis clair. Mais donc voilà, après, il y a beaucoup d'affect aussi dans le choix des taureaux. Donc, Ok. Mais bon, pour être sûr que ce soit la sélection qui a amélioré les résultats, il faudrait qu'on ait une sélection en race pure, quoi. bah, idéal, enfin, ouais, c'est pas, si on veut vraiment faire des études là-dessus, on s'arrache un peu les cheveux parce qu'aujourd'hui, c'est parti dans tous les sens. Donc, il y a très peu d'éleveurs qui font, par exemple, du charolais et du brahman sur la même exploitation. Il y en a quelques-unes, mais pour mener des études, c'est beaucoup trop restreint, quoi. Ouais, c'est justement ce qui nous bloque un peu ici, tu vois, dans l'idée, quoi. Ouais, merci. Autre question avant-dernière. Est-ce que tu as entendu parler du vaccin qui est aux États-Unis? Parce qu'ils ont quand même éradiqué l'Micropuce des États-Unis, ils collaborent avec le Mexique. Et il y a un vaccin qui est commercialisé aussi aux États-Unis et tu ne l'as pas mentionné là. Alors, tu disais que c'est un vaccin qui a permis d'éradiquer la tique, là? Ouais, complètement aux États-Unis, quoi. Bon, en mixture avec de la lutte intégrée, mais si tu veux, je pourrais t'envoyer un chapitre là parce que
J'ai participé à Ouais. l'édition d'un bouquin récemment et on a un gars qui a écrit un chapitre là-dessus. Ils ont éradiqué la tique de tous les États-Unis, en grande partie Alors, grâce à... ça doit être le vaccin Pfizer, non? Je ne sais pas justement, mais je pensais Alors, que tu allais... aux États-Unis, parce que bon, je bosse un peu avec eux. Et donc, les États-Unis sont indemnes de cette tique-là. Ils ont éradiqué par des gros moyens chimiques dans les années 20, je crois, quelque chose comme ça, à l'époque, là. Et aujourd'hui, ils ont la bande frontière avec le Mexique qui leur pose des gros soucis parce qu'ils craignent la réintroduction par le Mexique de la tique, quoi. Et donc, en fait, le développement du vaccin américain, c'est pour utiliser dans cette zone de quarantaine pour essayer de limiter la circulation, enfin, ou la réintroduction de la tique là-dedans. Ouais. Donc, on les avait rencontrés. Donc, eux, ils sont sur un vaccin. Ils n'ont pas pris la BM86, ils en ont pris une autre. Mais par contre, ils ont pris un adjuvant à queue. Parce que, alors, si c'est bien ce vaccin-là dont on parle, mais ils ont pris un adjuvant à queue parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de réactions locales. Et du coup, ils avaient beaucoup plus de facilité à obtenir l'agrément des services américains. Par contre, en termes d'efficacité, il était beaucoup moins intéressant que les vaccins à adjuvant huileux. Donc, il faudrait vérifier, mais si c'est celui-là, ce n'est pas celui-là qui a permis d'éradiquer la tique aux États-Unis et il est Non, non, utilisé dans la zone. enfin, entre-temps, elle avait été réintroduite dans ce fameux couloir de vaccination. Il y a eu un programme d'éradication un peu plus récemment que ça. Enfin, c'est Ok, celui-là bon, ouais. que l'on verrait. Et dernière question, est-ce que vous avez essayé d'évaluer le niveau de résistance des tiques aux insecticides après votre programme, là, il a quand même duré un certain temps pour les vaccinations? Ou est-ce que c'est prévu, quoi? Alors, on continue à faire des tests de résistance en routine, hein. Ça, c'est quelque chose au labo qu'on fait depuis 30-40 ans, donc on a du recul là-dessus. On n'a pas observé d'évolution du niveau de résistance. Bon, on est sur un pas de temps de 2 ans, hein, 2 ans et demi, 3 ans, donc c'est très court. On avait, je crois que c'est la moitié des tiques avant la mise en place du programme qui étaient déjà résistantes, ou je crois que même c'était les 3 quarts, résistantes à la mitrase. Mais voilà, de toute façon, la réversion sur la mitrase est très longue et je ne pense pas qu'on puisse observer sur un pas de temps de 3 ans, quoi. Ok. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a Pas de quelqu'un dans rien. la salle qui a une question? Non. Bon, ben, on a fini de notre côté. Merci Jérémy. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou ceux qui sont connectés en visio plutôt? Oui, moi j'en ai une là, Thomas. Tu avais terminé en disant que le vaccin fonctionnait mieux quand tu avais un chargement important et une rotation rapide. C'est-à-dire en termes de chiffres ou en termes de. Enfin, déjà, c'est quoi une rotation rapide? Enfin, une rotation rapide par rapport à la Nouvelle-Calédonie et un chargement important. Et oui, en quoi c'est beaucoup mieux en termes. Enfin, je suppose que le vaccin réduit davantage l'éthique, mais je veux dire, tu as une comparaison par rapport à des chargements peut-être moins importants ou des rotations plus lentes. Comparaison en termes d'efficacité, non, parce qu'en fait, c'est bon. Après, il faut pouvoir arriver à comparer des différents systèmes, différentes conduites. Donc, il n'y en a pas. Mais par exemple, en Australie, le vaccin avait été développé pour le marché laitier. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir un contact hôte parasite qui soit le plus important possible pour que l'effet sur la tique soit le plus marqué possible. Donc, avoir des chiffres de comparaison, non. Par contre, voilà, c'est un vaccin, même le vaccin cubain a été quand même à l'origine essentiellement développé pour le modèle laitier avec voilà, des rotations. Ici, on est sur des rotations qui sont au mieux à 6 semaines, voire à 2-3 mois. On est vraiment sur des rotations très, très longues. Donc, voilà, je pense que sur des. Alors, après, je ne sais pas si du coup on pourrait comparer les chiffres, mais par contre, ça peut être un outil, une méthode de lutte qui peut être qui peut être très intéressante en élevage laitier, où on a moins de molécules qui sont disponibles et où la lutte agro est plus compliquée parce qu'on a des retours rapides sur les parcelles. Donc, je pense que dans ce cadre-là, le vaccin a tout son intérêt. D'accord. Oui, Thomas, des questions très pratiques.
C'est quoi le protocole vaccinal? C'est 2 injections à un mois d'intervalle sur tous les animaux de plus de 1 mois et rappel tous les 6 mois. Alors, sur le protocole, c'est assez intéressant. Typiquement, donc ça, c'est le protocole qu'on a adopté dans le cadre de l'essai. Les Australiens, eux, ils considéraient qu'il fallait faire les 2 injections de primo, éventuellement dans la saison basse pour les tiques, eux en hiver, pour que les animaux aient déjà eu le temps de développer leurs anticorps. Et ensuite, ils commençaient à vacciner les animaux quand la pression parasitaire commençait à monter. Donc, en fait, ils adaptaient le protocole en fonction de la situation. Donc, sur des zones où il y avait beaucoup de tiques, ils allaient vacciner beaucoup plus. Sur des zones où il n'y avait pas trop de tiques, ils commençaient à vacciner sur les premières montées. S'ils voyaient que ça ne suffisait pas, ils revaccinaient 3 mois plus tard. Mais si après, il n'y avait plus trop de tiques, ils laissaient tomber. Donc ça, c'est vraiment… on va continuer un peu les essais là-dessus. Et comme on sort vraiment de cet essai encadré, je vais continuer à suivre les 9 élevages, on va continuer à les vacciner. Mais là, je vais faire à la carte en fonction de la pression dans chaque élevage et on va voir comment ça se comporte. Et au niveau coût, une idée du coût simplement par dose, mettons, ou ramener sur une année? Alors, au niveau du coût, c'est là où c'est un peu compliqué. C'est que là, on était dans le cadre de la recherche. Et donc, le labo nous faisait à un tarif recherche. Et nous, ça nous arrivait en gros à peu près à 5 € la dose. Entre 4 et 5 € la dose. À partir du moment où on leur a dit on va passer à une utilisation entre guillemets commerciale, on arrive à peu près à un peu moins de 15 € la dose. Donc, ça nous pose un peu des problèmes. Donc, on est en train de négocier. On va peut-être repasser. On est en train de leur dire qu'on va considérer la Calédonie à l'échelle globale comme un essai terrain et on va peut-être revenir à une demande de production à but de recherche parce que sinon, ça va pas être tenable. Ok, merci. Mais après, c'est là où il faut voir s'il n'y a pas des labos de recherche, je ne sais pas, au CIRAD ou autres, qui auraient des capacités de production et qui pourraient être intéressés par ce projet-là à utiliser dans les dom-toms. Mais là, ça ne dépend pas de nous. Bah moi, je vais quand même du coup poser la question à ma chef d'unité parce que je trouve que c'est très intéressant et qu'il serait temps de faire autre chose que du chimique, quoi, parce qu'on voit bien qu'on arrive au mur et à la Réunion, on n'a même pas la mitraz, donc ça ne servirait pas qu'ici si on avait ce genre de vaccin disponible. Oui, complètement. Il y a les Antilles qui sont intéressées, la Guyane qui est intéressée, la Polynésie qui est intéressée. On n'est pas sur des gros marchés, mais par contre, on est sur un intérêt qui est émergent pour un tas d'endroits et oui, il y a clairement un intérêt. En termes d'aspect En termes d'aspect pathogène des tiques, on est quand même à La Réunion dans un contexte assez particulier. Les Antilles et la Polynésie, ils ont des problèmes quantitatifs ou plutôt qualitatifs comme nous? Enfin, d'autres, en fait. Nous, le gros problème qu'on a, c'est le rôle vecteur. Enfin, le problème de rôle vecteur est sans doute plus important que le rôle spoilateur. Qu'en est-il des autres dom-toms? Pareil, c'est votre situation, en fait. C'est les points de maladies transmises plutôt que de vecteurs. Ce serait bien de voir si si le vaccin sélectionne des tiques moins porteuses de Babesia. On pourrait imaginer qu'il y a un effet ou pas en fait sur la babésiose. Il y a clairement une réduction de la circulation de la babésiose sur les animaux vaccinés. Ça a été, il y a plusieurs publis là-dessus. Ouais. Mais en fait, c'est des contrôles, enfin c'est des suivis séraux, ça sans doute. Ah, ça faudra se replonger dans la biblio. J'avoue que j'ai pas trop regardé ce volet-là. Le gros problème, c'est l'analytique, si tu veux, pour l'interprétation de ça. Nous, en fait, on est dedans un peu tout le temps. En fait, c'est un peu difficile de conclure. Enfin, avec la PCR, on a vu un petit peu plus clair, mais c'est pas encore limpide. Ouais. Non, mais je pourrais vous envoyer les biblios si vous voulez creuser un peu ce volet-là. Pour les laitiers, oui. à La Réunion, aujourd'hui, on a quasiment il y a pratiquement plus d'infestation à tiques maintenant. On ne voit plus de babésiose chez les laitiers. On est sur des systèmes quasiment hors sol chez tout le monde ou avec des aires de parcours qui sont vraiment très réduites en taille sur lesquelles on peut avoir une lutte agronomique définitive.
Et c'est clairement la tendance, hein. Il n'y a guère que sur éventuellement les classes d'âge jeunes, donc les génisses qui sont encore élevés dehors dans certaines zones où on voit encore des tiques, mais sur les vaches, on ne voit plus de babésiose, hein, quasiment. Le problème qui reste, c'est l'anaplasmose. La babésiose, on en voit toujours en allaitant, mais c'est vrai qu'en laitier, on n'en voit plus, hein. Le délai d'attente du Carbésia a beaucoup joué en fait, hein, dans le passage à une éradication complète des tiques qui pouvaient rester. Et en environnement contrôlé, ça se gère en laitier. Là, il n'y a aucun délai d'attente lait et viande sur le vaccin. Mais du coup, ça veut dire qu'à La Réunion, sur le laitier, comme il reste de l'anaplasmose, c'est plus que de la transmission mécanique par l'estomac? Mécanique, oui. Nous, on pense qu'il y a un portage, hein, donc des animaux pendant un grand nombre d'années, et qu'on a en fait un maintien effectivement au niveau des troupeaux. Et on s'aperçoit, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas réellement mesuré, c'est qu'à partir du moment où les éleveurs ont éliminé les tiques, on a au fil du temps une diminution de l'incidence des maladies sanguines. Okay. Alors, ce serait sans doute intéressant de faire un suivi. Encore une fois, on manque d'outils, hein, mais moi, j'ai l'impression qu'on est moins embêté, beaucoup moins embêté, vraiment beaucoup moins embêté par les hémoparasitoses en élevage laitier que quand Thomas, tu étais là, par exemple. J'ai bien fait de partir, hein, finalement. Non, parce qu'en fait, on a tout ce que tu as fait, on continue à le faire, en fait. Et c'est vrai qu'en laitier, on a misé tout sur la lutte, en fait, agronomique, hein, et puis, ça s'est fait un peu tout seul aussi par les systèmes d'élevage qui sont mis en place en laitier, et ça fonctionne extrêmement bien. Aujourd'hui, on est sur une utilisation des antiparasitaires qui est très, très faible en élevage laitier et qui a visé uniquement les mouches, en fait, hein. Ouais. Je vois qu'il y a Marlène qui Oui. lève la main depuis tout à Oui, il y a l'heure. Marlène qui a un problème de micro, mais alors elle a posé ses questions dans le chat. Donc, elle te demande, Thomas, comment vous avez fait la sélection des élevages pour l'étude et quel type d'accompagnement auprès d'eux, réunion, information, support papier, entretien personnel, avez-vous utilisé? Alors, on avait des critères de sélection. Il fallait déjà que ce soit des élevages qui soient en Limousin ou en Charolais, qu'il n'y ait pas d'envie, de volonté de changer de race durant les 3 années qui viennent. Fallait qu'on ait des animaux, des exploitations qui soient bien clôturées pour pas qu'il y ait des échanges de bétail avec les voisins. Voilà. Fallait qu'il y ait un minimum de structure de contention, qu'on ait au moins 25 vaches mères. Et puis ensuite, qu'ils soient bien motivés parce que voilà, on allait les embêter assez régulièrement. Donc, on a fait différentes réunions d'information avant la mise en place, pendant l'essai et puis à la fin. Et puis, en fait, je faisais toutes les vaccinations, donc je passais les voir tous les 6 mois. Et entre-temps, je faisais un suivi phonique assez régulier. Et ils étaient également suivis par le GDS pour tout ce qui était lutte agronomique, parce que maintenant, c'est le GDS qui s'occupe de la lutte agronomique. Donc, ça passe par des enregistrements de rotation, de date de traitement et tout ça. Donc, ce qui fait qu'ils étaient en contact avec le GDS également assez régulièrement. Et puis, dès qu'il y avait des infestations, c'était soit le GDS, soit moi qui montions pour faire les comptages de tiques. Donc, en fait, il y a eu un suivi vraiment très régulier. Et puis, bon, c'est certains éleveurs que je connais maintenant depuis 10 ans. Donc, il y a vraiment une confiance qui était là. Et puis, pendant tout l'essai, dès qu'il y avait un problème, surtout quand il y avait notamment des saisies, ils m'appelaient pour aller. Donc, voilà, ça a permis, enfin, il y a eu vraiment une bonne entente, une bonne collaboration, mais avec, c'est clair, un suivi régulier. Donc, ça passait par là. D'accord. Et il y avait une deuxième question de Marlène qui était, au niveau des élevages, qui voulait maintenir des races charolaises limousines? Est-ce que vous avez observé des résultats moins efficaces pour la lutte intégrée? Oui, tu peux la refaire, s'il te plaît? Ouais, au niveau des élevages qui voulaient maintenir des races charolaises et limousines, est-ce que vous avez Donc, dans observé... dans les 9 de l'élevage, là? Dans les 9 de l'essai, pardon? Okay. Ouais, je pense, ouais. Avez-vous observé des résultats moins efficaces pour la lutte intégrée? On a observé un peu des différences d'efficacité, mais en fait, donc il y en a qui ont réduit de 80%, par exemple, leur nombre de traitements, et il y en a qui ont augmenté. Il y en a un qui a augmenté.
Alors ça, on a eu toujours plus de problèmes au niveau des charolais. Donc, ils sont quand même beaucoup plus sensibles. Enfin, nous, on l'observe beaucoup plus sensibles que les limousins. Donc, on avait 3 élevages enfin, deux de charolais et un qui fait du charolais et du blond. Et dans ceux qui font du charolais, on a quand même beaucoup plus de soucis de tiques. Et il faut voir qu'en fait, dans ceux qui ont été intégrés à l'essai, on a un petit biais, c'est qu'en fait, parmi ceux-là, il y en avait qui étaient déjà en lutte agronomique avant la mise en place de l'essai. Et donc, il y en avait qui avaient déjà bien réduit l'utilisation de leur traitement chimique avant la mise en place de l'essai. Donc, en fait, parmi ces éleveurs-là, il y en a qui ont finalement pas beaucoup, qui ont un peu réduit leur nombre de traitements, mais moins que ceux qui sont rentrés pleinement dans le cadre de la lutte intégrée, qui sont partis à zéro quand on a commencé à les prendre en 2017. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a une petite différence entre les élevages au niveau des résultats. Mais celui qui a eu un traitement de plus, en fait, ça faisait longtemps qu'on le suivait. Il avait déjà bien réduit son nombre de traitements, parce que quand j'avais commencé à le suivre, je crois qu'il était à 15 traitements sur l'année. Et là, voilà, il était à 5 traitements. Donc, c'était beaucoup plus compliqué ensuite de réduire drastiquement le nombre de traitements. Ça a été surtout lié à ça. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ceux qui sont présents en visio? Et Thomas, c'est Thierry. Moi, j'avais juste une question. Tu as dit que les Australiens avaient arrêté la commercialisation du vaccin. Et pour quelle raison? Et est-ce qu'ils ne l'utilisent plus du tout? Alors non, ils ne l'utilisent plus du tout. Donc, bon, nous, on a eu la version de Peter, hein, donc c'est lui qui a découvert, développé, accompagné toute cette histoire-là. Donc, ils sont partis en 1994 avec une start-up australienne qui produisait le vaccin. Et ils ont augmenté assez rapidement leur volume de production. Hein. En 4 ans, je crois qu'ils ont vendu plus d'1 million de doses. Et ils se sont fait racheter après par, je crois que c'était Intervet, qui a priori n'a pas trop jugé d'un bon œil la production d'un vaccin qui permettait de réduire la vente des acaricides et qui a mis un peu en sommeil la production de vaccins. Ça a été relancé ensuite, ils ont fait une deuxième génération de TIGuard Plus, mais c'est là où ils ont voulu imposer un protocole d'injection tous les 3 mois et en augmentant le prix. Enfin bon, voilà, il n'y a pas eu une réelle volonté commerciale de développer le vaccin en Australie à partir de 98. Donc, il est resté, il y avait les coopératives laitières qui ont fait les stocks en 98, qui ont racheté tous les stocks et qui ont fonctionné avec ça, mais voilà, aujourd'hui, on ne le trouve plus. Donc, a priori, ça serait pour des raisons bassement marketing qu'il n'est plus utilisé. Et merci. Donc, on va faire du crowdfunding. On va demander à la clinique vétérinaire du tampon de mettre une petite boîte sur son comptoir. Non, c'est clair qu'il y a un intérêt hein, quand on voit comment ça fonctionne, quand on voit les résultats. C'est clair que ça nécessite quand même un bon accompagnement, hein, parce que j'en avais discuté avec des labos Virbac et tout ça. Et il y a plusieurs labos qui sont dessus et en fait, eux, ils ne remettent pas en cause l'efficacité du vaccin, mais ils craignent un échec marketing. En fait. Ils craignent que les éleveurs commencent à vacciner, vaccinent 1 fois, 2 fois, 3 fois, voient toujours des tiques. Et il faut voir qu'en Australie, c'est un peu les grandes surfaces du médicament. Quoi. Il n'y a pas forcément de conseils, d'accompagnement des éleveurs au comptoir. Et voilà, s'il n'y a pas l'accompagnement technique derrière, l'éleveur il va continuer à avoir des tiques, même s'il en voit un peu moins, il en verra toujours. Et il va se décourager. Donc, c'est plus l'échec marketing que technique qui craignent. En fait. Et l'autre chose, c'est ce que me disaient aussi les labos, c'est qu'en fait, les gros centres de décision les labos pharmaceutiques sont finalement en hémisphère nord, Europe, États-Unis, et sont finalement assez loin des problématiques de cette tique en Australie, Brésil, et voilà. Donc, ils n'ont pas forcément pleinement conscience des enjeux.
Je vais poser une question de science-fiction. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Oui, non, je vais poser une question de science-fiction. On peut imaginer un type de vaccin comme ça qui pourrait fonctionner sur les stomox? Ah, ça, faut demander à Jérémy, ça. Il y a des vaccins. Alors, c'est Thierry, pardon. Il y a des vaccins anti. Il y a d'autres approches qui sont développées, hein, même sur d'autres diptères hématophages. Hein. Mais Jérémy, toi, tu as coupé ton micro, quoi. Non, mais en fait, je cherchais le nom d'un autre mec là, mais je ne sais pas s'ils ont déjà essayé de développer des vaccins anti-tube digestif de Stomox, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, hein, ça devrait marcher aussi. Le problème, c'est que tous les vaccins qui visent la reproduction et du coup ne diminuent pas l'impact instantané, ben, il y a des problèmes d'acceptabilité et du coup, ce n'est pas très sexy pour les. C'est soi-disant ça qui décourage les labos pharmaceutiques, veto. Mais en réalité, c'est qu'ils préfèrent, tant qu'ils peuvent, à vendre des pesticides le plus longtemps possible, tu vois, et qu'il n'y a vraiment que quand ce sera interdit complètement, qu'ils investiront dans autre chose, quoi. Et c'est lamentable, mais ils cherchent que le bénéfice à court terme, parce qu'ils ne sont pas évalués sur le long terme. Et donc, voilà. Et je me demandais si tu avais contacté Frédéric, là, de Mérieux, pour lui en parler quand même, et voir si lui, on ne pourrait pas le convaincre de faire quelque chose, Thomas. J'ai oublié Ouais, son nom. Si, ouais, j'avais contacté Ouais. depuis le début. Bon, Il s'en fout. on est sur des échelles trop petites. Pour leur chaîne de Ouais. production, c'est pas intéressant. Alors, Donc, pour ils en font revenir à rien l'histoire du vaccin, en pardon, fait. vas-y. Ils font que des choses pour le profit, quoi. Ils font jamais rien par Ouais, conviction. c'est ça. Mais après, si le marché est assez important et qu'ils peuvent faire du business là-dessus, je pense qu'ils le font, quoi. Mais pour en revenir au vaccin Stomox, en fait, là, le vaccin TIC marche à partir du moment où tu vaccines tous tes animaux. Ça voudrait dire que pour tes stomox, tu vaccines tous les animaux sur lesquels les stomox peuvent se nourrir, et ça peut peut-être compliquer un peu les choses. Et par contre, l'autre chose sur lequel là il y a des essais sur les moustiques par rapport à la transmission de maladies, c'est plus l'utilisation des Wolbachia. Je sais pas, je pense que vous devez commencer à être un peu, à vous pencher un peu là-dessus, peut-être à La Réunion. Donc ça, c'est des moustiques qui sont inoculés avec des Wolbachia et ça bloque la transmission de la dengue, en fait. Donc dengue, chic. Ouais, Et donc, ça, je connais super bien, mais par contre, ça n'a aucun intérêt par rapport à la technique de l'insecte stérile, où tu n'as pas besoin de mettre une Wolbachia et ça marche tout aussi bien. Et sur les voilà. stomox, ils ont fait des essais dans les années 70 contre les stomox avec la TIS. Et ils ont réussi à pratiquement éliminer les stomox de deux petites îles aux États-Unis. Donc ça marche. Mais le problème, Ouais. c'est qu'ici, on a des quantités de stomox tellement monstrueuses qu'il faudrait Mm. d'abord qu'on ait un outil de suppression, enfin de réduction des densités qui marche bien avant de pouvoir utiliser ce genre de technique. Et en plus, chez les moustiques, les Wolbachia, elles bloquent la transmission cyclique. Mais dans le cas des stomox, c'est de la transmission mécanique. Donc, a priori, Et en les plus, Wolbachia ne pourraient pas le bloquer. Tu vois, donc, ouais, il faudrait ouais. vraiment supprimer les populations. Et pour ça, ce serait des investissements monstrueux. Et pareil, pour le parc d'animaux qui est à La Réunion, bah, personne n'investira là-dedans. Ouais. Non, une des pistes qui pourrait être creusée pour le vaccin TIC, mais ça, c'est ce qui est développé pour Amanit Lyme, c'est de travailler avec des antigènes salivaires pour bloquer la fixation de la tique, en fait. Donc, il y a des projets, je crois pas qu'ils aient abouti encore trop pour l'instant, mais sinon, voilà, utiliser des antigènes salivaires pour que la tique soit rejetée à partir du moment où elle se fixe et pas attendre le repas de sang. Donc, ça pourrait être une des pistes à creuser, quoi. On a encore 5 minutes avant que je sois mis dehors parce que j'ai été réquisitionner une salle pour avoir un bon internet, donc je ne suis pas chez moi. Bah, nous aussi, d'ailleurs, on avait réservé que pendant 1 heure. Donc, je pense qu'on va devoir y aller aussi. Ah, Bertrand, bah, je ne t'ai pas entendu, mais j'ai vu que tu disais à bientôt. Bon, bah, à bientôt alors. Ah ouais, non, j'avais coupé mon micro. Donc, bonne fin de journée à tous. Faut que j'y retourne et une prochaine fois. Ouais. Allez, Bonne salut. journée. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, en tout cas, c'était super, hein, Thomas. Ouais, bah, de Salut rien, Thomas, un merci plaisir. beaucoup. On pourra Hésite continuer à pas, hein. échanger. Hésite pas. Bah, À plus Ouais, tard. reste- Bye. ça va t'écouter. merci beaucoup Thomas. Hein. Et puis avec Jérémy, on va creuser cette histoire de production de la protéine là. Ouais. J'ai déjà posé la question à Astre et ils n'ont pas été très enthousiastes.
enfin, l'équipe de Montpellier. Mais Renata, notre collègue, m'a donné un contact au Portugal. Donc, et j'imagine que peut-être il y a un lien aussi avec le Brésil. Mais donc, on va, avec Jérémy, on va reprendre. Avec Jérémy et Annick, on va garder on va explorer ça et te tenir informé. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Bah, de rien. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Bonne Merci journée, beaucoup, Thomas. bonne soirée, ciao. Au revoir. Juste un petit truc, Thomas, si Ouais, tu peux vas-y. nous envoyer ton papier sur la lutte agro que tu as fait là. Oui, ton papier là que tu Ah as oui. mis dans ta présentation. Voilà. Dedans, tu as mis les pratiques à risque et tout que vous avez identifiées durant vos audits ou pas ou... Sur les pratiques à risque, bon, on en a mis certains, mais après, non, elles n'y sont pas. Mais ça, c'est pareil, faudrait qu'on en discute parce que ça prend un petit bout de temps, quoi. Mais je peux déjà t'envoyer la publi. Ouais. Voilà. Ok, c'est cool. Je vous Thomas, remercie. Thomas, dernière chose, il y a les collègues travaillent sur l'éthique à Montpellier qui étaient vachement intéressés par ta présentation. Et est-ce que tu pourrais qui n'ont pas pu assister, est-ce que tu pourrais nous envoyer ton PowerPoint Oui, bien sûr. en PDF, comme ça on pourra le diffuser. Sinon, Thierry, ce que je disais à Thomas au début, la conférence a été enregistrée, donc moi je vais juste couper le début quand on s'installe, etc. Et il y aura sinon toute la présentation de Thomas qui est enregistrée quand il parle, plus les questions et les perspectives et voilà, tout ce qui a été dit en discussion, quoi. Super. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Allez, Bon, bah, merci bye. beaucoup, Thomas. Au revoir. Au revoir.